score inouï du Front National en France, mais c'est une évolution qui est commune à beaucoup de pays européens. Et dans certains pays européens, les populistes sont au gouvernement, ou une certaine forme de populisme, notamment récemment en Pologne, où là on voit des réactions de la société civile, mais on le voit aussi dans les pays scandinaves, on le voit en Grande-Bretagne, en Grèce et dans beaucoup d'autres pays. Donc le problème du populisme, qui souvent est un populisme eurosceptique au sein de l'Europe, est un problème réel qui se pose aux pays de l'Union européenne. Et puis un autre problème qui est en train de monter, c'est le problème du Brexit, c'est-à-dire le problème d'un référendum organisé par David Cameron en Angleterre, en Grande-Bretagne plus exactement, et qui pourrait aboutir au départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, donc au Brexit, et ce référendum devant avoir lieu, la date n'est pas fixée, en 2017. Peut-être même 2016, enfin plus probablement 2017. Alors en ce qui concerne la crise migratoire, eh bien on constate en ce moment une stagnation, un petit reflux, mais enfin un nombre inouï de migrants donc venus de Syrie, mais pas seulement, Afghanistan, Irak, Érythrée et bien sûr aussi Ukraine et d'autres pays. Les nombres sont inégalés, hein, il y a des statistiques européennes là-dessus. On dira par exemple qu'en Allemagne, l'Allemagne recevra cette année 1 million de demandeurs d'asile. Alors la montée des courants populistes, radicaux, eurosceptiques, europhobes, parfois à droite comme à gauche d'ailleurs, mais quand même plutôt à droite, met en lumière une crise de la démocratie libérale européenne, donc tant du point de vue économique que politique, et donc pose la question si ces courants devaient aboutir et devaient devenir dominants de la survie donc du projet européen. Je vous serai rassuré par la suite. Alors, il y a une déclaration donc, de Donald Tusk le 10 décembre concernant les conditions posées par la Grande-Bretagne avant le référendum concernant sa sortie éventuelle ou possible de l'Europe. Et donc les trois premières conditions, qui sont des conditions en gros libérales, sont compatibles avec l'Europe telle qu'elle est faite en ce moment, dit Tusk, mais la quatrième, le quatrième panier de revendications qui porte sur les prestations sociales et la libre circulation des personnes, lui, ne sera pas négociable et va poser un grand problème. Un partisan de la sortie de l'Union européenne, un conservateur anglais, dit que ce référendum, de toute façon, ce n'est qu'une petite réparation et qui n'a aucun sens, puisque l'Europe est en train de se transformer d'une manière très dramatique vers une union politique. Donc ce conservateur anglais sent une évolution européenne vers l'union politique et cela, il n'en veut absolument pas. Martin Schulz, le président du Parlement européen, le 7 décembre, dénonce les forces centrifuges en Europe, les populismes, et il explique que ce n'est pas l'Union européenne qui est faible, ce sont les États qui se dérobent, alors que ceux qui s'engagent à régler la crise des migrants sont ceux qui contribuent le plus au financement de l'Union européenne. Donc, manière de sous-entendre, si vous ne recevez pas de migrants, on pourra reconsidérer certaines choses. Alors, en ce qui concerne la crise migratoire, donc c'est très technique, donc il est difficile dans un point aussi bref d'aller au fond des choses, mais en gros, deux solutions qui se dessinent, deux solutions sans doute qui peuvent se combiner, l'une étant aux frontières de l'Union européenne, un renforcement du dispositif Frontex, donc avec plus de fonctionnaires, plus de militaires, plus de bateaux, qui aident les Grecs notamment, mais pas seulement, les Bulgares, à recevoir les migrants. Et puis aussi un investissement beaucoup plus important en Turquie, hein, pour aider la Turquie à garder ces migrants ou à les trier ou à les contrôler et les trier s'ils doivent continuer leur chemin vers l'Union européenne. Quant à Angela Merkel, dont la politique d'accueil des migrants était très contestée, notamment par le parti frère de Bavière, eh bien, son slogan, c'est Wir schaffen das, on y arrivera. Elle a été très applaudie au congrès de la CDU le 14 décembre et elle continue de manifester un certain optimisme concernant la possibilité donc de régler cette crise migratoire. Je note aussi au passage une interview d'Anna Munk qui est parue dans la presse allemande, dans la Zeit,
où il explique justement que cette crise fait avancer les choses. L'Allemagne est devenue moins arrogante. Par exemple, tout le monde maintenant se félicite de la présence encore de la Grèce au sein de la zone euro, parce que la Grèce est très importante pour le problème de la crise migratoire. Et on sent aussi donc qu'il y aura des ouvertures, des possibilités de mieux coopérer entre la France et l'Allemagne. Ce qu'il regrette bien sûr, c'est le manque total d'idées du côté de la France, hein, depuis le président actuel et le président qui l'a précédé, qui n'ont fait aucune proposition concrète, qui aurait été d'ailleurs bien accueillie en Allemagne. C'est l'occasion de rappeler la mort de Helmut Schmidt, hein, le 10 novembre. Donc Helmut Schmidt qui était partisan d'une Europe, alors à plusieurs cercles ou à deux vitesses, mais une Europe construite comme celle que préconise Valéry Giscard d'Estaing, à partir de la zone euro, qui se doterait d'un gouvernement, d'une union fiscale, budgétaire et aussi à terme politique. Donc c'est cela le seul projet, je pense, réel, qui permettrait de sortir et de surmonter ces crises et qui finira par, sans doute, par se faire jour. Est-ce qu'il aboutira? Ça, je n'en sais rien. Autres petites informations, les choses avancent. En direction d'un marché numérique unique. Donc ça veut dire qu'on cessera de payer les frais le mot technique m'échappe maintenant, mais enfin d'Internet lorsqu'on passe d'un pays à l'autre, hein, et qu'on est obligé de déconnecter son appareil. Donc ce ne sera plus le cas en juin 2017. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est un document que j'ai trouvé sur la BBC et où on dit du bien de quelque chose qui s'est passé en France, à savoir la COP 21. Donc, de nombreuses études, dit ce journaliste de la BBC, montrent que les coûts de l'inaction nous coûteraient beaucoup plus que le passage à un monde décarbonisé, donc décarbonisé et amical envers le climat, donc favorable, compatible avec l'évolution climatique actuelle. Donc beaucoup de crises et en même temps des solutions politiques qui paraissent évidentes mais qui pour le moment restent un peu sous le boisseau. Merci. Voilà, nous commençons toujours par un point un peu d'actualité dans nos conférences. Merci beaucoup, Madame Auger, d'avoir fait le chemin de Grenoble pour venir nous rencontrer. Nous sommes déçus de voir que le public n'est pas si nombreux, mais ceux qui sont ici sont les meilleurs, bien évidemment, et par conséquent, ils vous écouteront avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes une experte, et au fond, Avenue de l'Europe, c'est vous, quoi. L'avenue de l'Europe, c'est vous. Il n'y a pas tellement d'émissions à la télévision française sur les questions européennes. Et c'est bien depuis 10 ans maintenant de maintenir Avenue de l'Europe avec une belle cadence d'une certaine manière. Vous avez une expertise économique à France 2 d'abord, France 3 ensuite, et beaucoup d'intérêt pour les questions européennes, puisque vous présidez l'association Europresse, vous présidez aussi le prix Louis Weiss du journalisme européen. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir. Et si nous vous accueillons, c'est grâce à un de vos collègues, Philippe Gonnet du Dauphiné Libéré, qui a plaidé notre cause, UPEG. Pour vous dire deux mots sur l'UPEG, c'est une association qui existe aussi depuis 10 ans, 2006, et qui fait une conférence régulière par mois sur des thèmes très variés, mais qui pratique aussi, alors on peut évoquer cette dimension, l'interview de personnalités sur ce plan. Ce serait vraiment d'abord intéressant de vous entendre, et puis après on posera des questions sur votre vision de l'Europe à la télévision. Comme un téléspectateur que je suis, on est souvent déçu de voir qu'au fond on ne parle de l'Europe qu'à la sortie, à l'entrée des voitures, des ministres qui arrivent en Conseil européen, ou des chefs d'État et chefs de gouvernement, c'est à peu près les images qu'on donne. Un peu de Parlement européen parfois, un peu d'image du Conseil européen et du Conseil, mais avec une vision sur l'Europe qui est souvent sinistre, et souvent c'est la faute à l'Europe, c'est presque toujours la faute à l'Europe, il se passe quoi que ce soit. Donc on aimerait bien avoir votre point de vue sur l'Europe à la télévision. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité. Moi je voulais commencer par des souvenirs. Je pense qu'on a tous les mêmes. Pour moi l'Europe à la télévision, voilà. On entend mieux là? Je ne sais pas si on entend mieux. Oui? Oui. Formidable. Pour moi l'Europe à la télévision, ça a d'abord été
je ne sais pas si vous vous souvenez, de François Poulet-Matisse, et il y avait aussi Pierre-Marie qui était sur la 2, qui avait son petit nœud papillon. Ils étaient comme ça. Derrière, il y avait ce qu'on appelle un fond bleu, c'est-à-dire grosso modo une image de la commission qui ne bougeait pas, jamais. Et ils nous disaient des trucs. Moi, à l'époque, je ne sais pas comment vous étiez, mais moi, je ne comprenais rien. À la limite, je comprenais un peu mieux ce que disaient René Tendron et Michel Tardieu à la bourse que ça, parce qu'au moins, c'était simple, on achetait, on vendait. Mais moi, je ne voudrais pas leur jeter la pierre, mais il me semble que c'est aussi en partie la raison du fait que, dit grossièrement, quand vous dites l'Europe a un rédacteur en chef ou un directeur ou un PDG de télévision, il dit l'Europe, ça fait chier tout le monde. Et ça, j'ai entendu ça pendant de très très longues années. Ça fait chier tout le monde, sauf l'Eurovision, qui est quand même un des programmes, qui est un des programmes les plus vus en France et dans toute l'Europe. Aujourd'hui même, vous avez d'ailleurs même France 2 a arraché ce programme-là à France 3 en pensant que ça leur rapporterait beaucoup de téléspectateurs. Donc effectivement, avec cette image-là, alors après il y a eu France Europe Express avec Christine Ockrent, il y a eu aussi Christine Bravo qui a fait aussi une émission sur l'Europe et qui ont commencé à essayer de montrer qu'on pouvait en parler de façon rigolote ou au contraire de façon intelligente. C'est-à-dire que quand on sort de France Europe Express, on a le sentiment d'avoir appris des choses. Mais on n'est pas dans le reportage, on n'est pas vraiment dans l'information chaude, on n'est pas sur les voisins, on n'est pas sur l'explicatif. On parle à soit des gens qui veulent s'amuser, c'était le cas de Christine Bravo, soit on parle à des gens qui s'y connaissent déjà. Et c'est bien ça le problème, c'est que personne ne s'y connaît sur l'Europe. Donc, en fait, comment est née Avenue de l'Europe il a fallu 15 ans, en fait, pour passer d'une toute petite émission qui s'appelait le 6,56, parce qu'elle durait 6 minutes 56, c'est parce qu'elle a été consacrée à l'euro, qui, je pense que vous vous en souvenez, faisait 6 francs 56, etc., etc. Et donc, nous étions en 2001. À l'époque, je dirigeais le service économique de la 3 et le directeur, qui s'appelle Hervé Brosini, m'a dit « Ah, ce serait quand même sympa si on expliquait aux téléspectateurs que ça allait changer dans leur vie. » Bon, alors on a fait... il ne fallait pas y aller trop fort, hein. On a fait un truc 6 minutes 56, genre la séquence du jeune téléspectateur, et on allait dans d'autres pays, on montrait combien une boîte de conserve de petits pois allait valoir en euros. On essayait d'être extrêmement didactique. On était vraiment en prime time, puisqu'on était juste collé à la fin du 19e national, c'est-à-dire à 8h moins 5. Donc on était frontal avec la 2, et avec la 1. Et on faisait donc plusieurs millions de téléspectateurs. Et ça a plu. Les gens disaient « Ah, mais c'est intéressant, ah, mais ça se regarde facilement, etc. » Bon, et bien tant mieux, mais il fallait passer à autre chose. On a pu passer à autre chose parce que à ce moment-là, c'était le moment où on allait passer de 15 pays à 25 pays, donc l'élargissement, et la Commission européenne a eu l'intelligence de faire un appel d'offres pour financer des émissions ou des reportages autour de l'élargissement. C'est là qu'on a créé Génération Europe, qui a été à peine plus long que le 6 minutes 56, et donc il y avait 3 petits reportages. On allait dans un des pays, la Slovaquie, la Pologne, etc. Que peuvent-ils nous apporter? Petit reportage d'1 minute 30. Deuxième reportage, que pouvons-nous leur apporter? Pareil, 1 minute 30. Et troisième reportage, quel est le point commun que nous avons? Alors, sur les deux autres, c'est assez simple. On voyait bien, par exemple, en Pologne, combien toutes les grandes surfaces françaises s'étaient jetées sur les Polonais. Ce qu'on pouvait leur apporter, on voyait bien qu'avec la PAC, avec les fonds structurels, ils allaient pouvoir construire des routes. Voilà, on trouvait assez facilement. Alors après, sur le point commun, c'est là où moi j'ai découvert le plus de choses. Par exemple, sur la Pologne, on a fait un reportage sur Chopin, qui, alors je ne sais plus dans quel sens c'est, mais Chopin a son cœur à Paris et son corps à Varsovie, ou vice-versa.
On a fait sur la Slovaquie, on a fait un reportage, c'était en Alsace, je crois. C'est un village entier de Slovaques qui étaient venus pour creuser les mines de charbon, pour devenir mineurs, et qui conservaient la tradition. Où voilà, on a découvert qu'il y avait le duc de Poitiers ou je sais pas quoi qui était allé à Malte. Enfin, et ça a plu. Et après, on est passé à champion d'Europe. Champion d'Europe, c'était une sorte de hit parade. Là encore, bon, celui-là, j'avais réussi à le caser sans avoir de financement européen. Sur un sujet, par exemple, consommation de médicaments, qui consomme le plus, qui consomme le moins, et voilà, alors on faisait ça, et ça a encore plu. Je pense que les députés ont joué aussi un rôle, notamment la commission en charge de l'Europe, des affaires européennes. Ils ont beaucoup agi sur les PDG successifs de France Télévisions en disant c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'émission européenne, vous ne pouvez pas ne pas avoir une émission européenne, et ils préféraient bien évidemment avoir une émission de 10 minutes qu'une émission d'1 heure en prime time. Après, on a fait champion d'Europe couleur région. Ça, c'était du marketing vis-à-vis de la Commission ou du Parlement européen qui avait lancé un appel d'offres pour qu'on parle un peu plus d'Europe dans les régions. Donc en fait, on allait dans l'endroit où, par exemple sur les médicaments, on allait aux Pays-Bas où ils utilisent très peu de médicaments. Ensuite, on allait dans un pays où ils en utilisaient beaucoup. Et on disait comment se situait la France. Et c'était un reportage qui était fait par un des bureaux régionaux de France 3. Et puis après, on est passé à Avenue de l'Europe. Et on est passé Avenue de l'Europe 12 minutes. Après, j'ai arraché 13, puis 14, puis 15, puis 16, en supprimant les titres, en supprimant des bandes annonces, etc. Donc je volais du temps, en profitant du nouveau patron qui connaissait quoi par son truc, ou en agissant vis-à-vis du directeur de l'information, etc. Et donc l'année dernière, il a été décidé, pour des raisons qui n'étaient pas forcément bonnes, mais sur lesquelles j'ai sauté, que l'émission passerait du samedi au mercredi soir et durerait 1 heure. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Avenue de l'Europe, virgule, le MAG, pour faire 9. Et donc on est malheureusement à 23h20, c'est-à-dire après Soir 3, le mercredi, donc après Des Racines et des Ailes, qui est un programme qui fait beaucoup d'audience et qui a tendance à grossir de plus en plus. Donc c'est annoncé sur les bandes annonces 23h20, mais on passe jamais avant 23h20. Et dans cette émission, donc, pareil, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on prend un thème. Je vous annonce les prochains thèmes. Le prochain thème, c'est en janvier, ça va être la prostitution et la lutte contre le trafic d'êtres humains. On va dans 3 pays. Comme ça, vous verrez tout de suite comment on procède. On va dans un pays qui est... l'actualité, parce que je saisis toujours une actualité française, parce que ça a été depuis 15 ans mon leitmotiv, c'est-à-dire je pars du nombril des Français, qui est en gros la seule chose qui intéresse les Français. Et j'élargis en disant « Oh, open your eyes » et regardez comment ça se passe chez nos voisins. Et donc, il se trouve que la prostitution, il y a actuellement une proposition de loi d'un député sur la pénalisation du client, sur l'interdiction du racolage. C'est en navette entre le Sénat et l'Assemblée. Maintenant, c'est à l'Assemblée, donc il va falloir qu'ils décident. On est à peu près dans l'actualité et donc, on a un reportage en Suède précisément pour savoir comment ça se passe en Suède, puisque c'est là où pour la première fois, on a fait la pénalisation du client. On a un reportage en Belgique et en Bulgarie, parce que la Bulgarie et la Roumanie en Europe, ce sont les 2 pays où il y a le plus de trafic d'êtres humains. Et donc, on a suivi des policiers en Belgique et tout. Et en Allemagne, c'est autorisé. Les prostituées ont des contrats de travail, ce sont des salariés. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que leur confort de travail, leurs conditions de travail sont meilleures que les prostituées qui sont dans nos villes. Et après, donc ça c'est la grande nouveauté, on a un invité sur le plateau. Là, nous aurons le président qui est un Français, le président du groupe d'experts européens contre le trafic d'êtres humains du Conseil de l'Europe. Il s'appelle le Greta. Et donc il sera sur le plateau.
Et avant, il y a ce qu'on appelle l'œil de l'Européen, c'est-à-dire comment, en l'occurrence c'est toujours le même journaliste, c'est un Hollandais, comment il nous voit, nous Français. Il fait un petit reportage là-dessus. Voilà. Donc, voilà, 15 ans pour passer de 6 minutes 56 à 60 minutes, c'est quand même... Bravo. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait, je parle à l'imparfait, si peu d'Europe à la télévision. Je crois que les journalistes, les enseignants, les politiques, on est tous coupables. Alors, les journalistes sont coupables, pourquoi? Parce qu'ils ont toujours considéré au service étranger qu'il était plus excitant d'aller au Proche-Orient, aux États-Unis, en Asie, etc., que en Slovaquie, en Lituanie, en Finlande, etc. Donc quand vous disiez, eh bien, écoute, est-ce que tu pourrais pas faire un reportage sur le nouveau gouvernement espagnol, là où c'était donc le journaliste lui-même n'était pas spécialement volontaire. Le journaliste politique, pas non plus. Parce qu'en en fait, c'est lui qui suit François Hollande, les présidents de la République dans les voyages officiels, mais sa connaissance des mécanismes européens n'est pas très importante. La seule chose qui l'intéresse, c'est la dernière petite phrase de François Hollande sur Alexis Tsipras est un con, Angela Merkel, elle est bonne. Enfin bref, c'est les seules choses qui pourraient l'intéresser. Les journalistes économiques à la télévision sont très peu nombreux à avoir compris que plus rien ne se passait en France, mais que tout se passe à Bruxelles. Je rajoute aussi que les rédacteurs en chef, c'est encore pire. Là, ce qui se passe à Bruxelles, il a un peu la même vision que la vôtre, c'est-à-dire c'est institutionnel, ça casse les pieds, c'est un débattement de porte, on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent, ça se finit très tard, ça coûte cher, bon voilà. Sur les hommes politiques, on se rend compte quand même que quand ils sont à Bruxelles, c'est cocorico, et dès qu'ils reviennent, c'est grâce à moi, ou c'est l'inverse. Bon, ça, vous êtes parfaitement au courant du mécanisme. Quand quelque chose se passe pas bien, eh bien c'est de la faute de l'Europe, et quand quelque chose se passe bien, c'est grâce à lui. Et puis, il va dans le Conseil des ministres à Bruxelles, il n'ouvre pas la bouche, et il accepte tout, et quand il revient, il dit « Ah, c'est inadmissible, on nous a imposé, etc. etc. » Bon, voilà, et je crois aussi que les hommes politiques en France, alors c'est de moins en moins vrai avec les nouvelles générations, mais d'abord ne parlent pas anglais, pas un mot, parlent très peu souvent une langue étrangère, et quand il va en vacances, il va rarement en vacances en Europe. Hein. Soit il va au sport d'hiver, soit il va dans sa maison de campagne, soit il va aux Seychelles, à l'île Maurice, au Maroc, enfin dans des endroits qui n'ont aucun rapport avec l'Europe, ou à New York, je voyais. Et en réalité, leur connaissance de l'Europe est très faible, bien inférieure à celle de la connaissance de l'Europe par leurs propres enfants, parce que c'est ça qu'on constate, c'est que je pense que beaucoup ont des enfants dans la 20 ans, 30 ans, pour eux c'est leur territoire. Je veux dire, aller à Prague, aller à Barcelone, aller à Madrid, c'est un week-end. C'est un week-end, c'est banal pour eux. Ça les excite beaucoup, mais c'est un week-end. Et puis je pense qu'il y a aussi un vrai problème du côté des enseignants, du côté de l'éducation nationale. Je ne comprends pas comment il se fait que l'Europe, enfin les mécanismes européens ne soient pas enseignés à l'école. C'est à mes yeux totalement inadmissible. Je finis par penser que c'est fait exprès. J'avais eu une longue discussion avec Luc Ferry à ce propos qui m'a expliqué que enfin, vous n'avez pas expliqué la différence entre la commission, le conseil, etc. en terminale ou en première, ça n'a aucun intérêt. Il m'avait expliqué ça. Il n'était plus ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là, mais enfin, j'étais quand même un peu surprise. Je me suis dit peut-être qu'on maintient le peuple dans l'ignorance. Et puis je pense aussi que les enseignants sont très anti-européens. Ce sont eux qui majoritairement ont voté contre le traité de Maastricht, contre le référendum. Pour eux, Europe égale libéralisme, et
donc c'est pas forcément quelque chose. C'est comme la télévision. L'Europe n'a jamais, enfin la télévision n'a jamais été intégrée dans le schéma mental des enseignants. Moi, je sais que quand mes enfants étaient petits, j'ai essayé de dire je peux venir pour expliquer la télévision, pour apprendre aux enfants à distinguer un bon programme d'un mauvais programme, etc. Non, la télévision, c'était le diable. On a failli avoir la même chose avec Internet, mais ça, heureusement, on n'en est pas là. On pourra en rediscuter, hein, mais moi, j'ai vraiment... et puis, il y a le dernier point qui fait que c'est très difficile d'avoir de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation. On aime incarner, c'est-à-dire il faudrait... Alors, quand il y avait Jacques Delors, il y avait une incarnation. Ouais. Barroso, on a failli en avoir une, parce qu'il parlait un français, un allemand, un italien, un grec remarquable. Donc il aurait pu être sur tous les plateaux. D'ailleurs, au tout début, il était tellement peu courageux, tellement lâche, tellement... sans odeur, sans saveur par rapport à Angela Merkel, par rapport à Nicolas Sarkozy, par rapport à tous ces gens-là, que c'était contre-productif de l'inviter sur le plateau, c'était pire que tout. Alors Juncker, il est mieux, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus drôle, lui aussi il parle plein de langues. Le seul souci, c'est la difficulté de l'avoir sur le plateau. Moi j'essaye, c'est impossible. J'ai proposé, par exemple, sur l'emploi, j'ai fait une émission sur l'emploi, j'ai dit je voudrais avoir un commissaire européen. À part Moscovici qui est là, ventre à terre, parce qu'en fait il vit plus souvent à Paris qu'à Bruxelles, tous les autres ils n'ont jamais le temps. Jamais le temps. C'est pareil que Martin Schulz. Martin Schulz parle un français incroyable, il est assez vivant, etc. C'est impossible de l'avoir sur son plateau. Vous lui dites, voilà, j'enregistre mon émission, grosso modo, je vous propose 3 jours. Alors, on attend, puis la réponse c'est « Ah non, ça ne coïncide pas avec le calendrier ». Je dis « Mais vous ne pourriez pas le faire coïncider, après c'est une question de volonté. La France est en train de tomber dans l'anti-européanisme, on est un des plus gros pays. » Non. Oui. Non. Donc ça pose problème quand même, hein. Ça pose problème. Alors, je parle au passé sur le manque d'Europe à la télévision parce que je pense qu'il y en a de plus en plus. Et qu'il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons pour expliquer ça. Alors, les mauvaises raisons, c'est d'abord les crises et les catastrophes. On a bien vu que toute la crise économique depuis 2008 a permis de faire comprendre aux Européens que leur sort était lié et que les institutions à Bruxelles étaient très importantes, voire décisionnaires. Et donc, je trouve que depuis 2008, on ne s'est jamais autant préoccupé à la télévision de ce qui se passait en Grèce, de ce qui se passait en Italie, de ce qui se passait en Espagne, de ce qui se passait en Allemagne. On ne couvrait jamais les élections de ces pays-là. Et là, on a envoyé à France 3, qui n'a pas d'argent, on envoie quand même quelqu'un couvrir les élections en Espagne. On a couvert les élections on a même couvert les élections au sein du Labour. C'est dire. Et on commence à s'intéresser à ils sont là proportionnels, il y a des coalitions, Tsipras a fait un référendum, donc c'est possible de faire et les choses commencent à l'information, la vie politique dans les autres pays commence à intéresser les Français et donc évidemment on commence à intéresser les médias. J'ai oublié le référendum écossais, il a fait quand même la une de tous les journaux européens. Il ne s'agissait pas de savoir si les Écossais voulaient être ou pas dans l'Europe, mais si les Écossais voulaient être ou pas en Grande-Bretagne. Vous posez des questions autour de vous, vous dites, voilà, l'Écosse, ça vous évoque quoi? Alors on vous dit le whisky, le kilt et le monstre du Loch Ness. C'est quand même le niveau de connaissance aujourd'hui sur l'Écosse des Français. On a quand même fait des reportages sur l'Écosse et ça a intéressé les gens parce que on commence à savoir comment raconter les histoires. Je pense que les Basques, ça peut leur dire quelque chose. Même les Savoyards, ça peut leur dire quelque chose. Et les Alsaciens, ça peut leur dire quelque chose. Les Français commencent à... Moi, quand j'ai commencé mes comparatifs, je disais, on va en Finlande, parce qu'on a été les premiers à faire un reportage en Finlande sur l'école. On m'expliquait, mais oui, mais c'est les Finlandais, ils sont tout petits, puis ils sont scandinaves, puis il fait froid chez eux, ça n'a aucun rapport. J'ai plus personne qui me dit ça aujourd'hui. Plus personne. Surtout pour l'école. Oui,
j'ai plus personne, parce que la plupart du temps, les gens me disaient « Ah oui, mais c'est des Allemands, mais c'est des protestants, mais oui, mais c'est des Anglais, hein, quand même. » Et aujourd'hui, je n'ai plus jamais cette réflexion-là. Donc il y a, je pense, des gros progrès dans la population, ce qui fait que nous, on peut commencer à lui parler. On n'est qu'un reflet de la population française. Hein. Bon, je pense que les crises internationales sont également une des causes du fait qu'on comprend que l'Europe, que les Européens, ils sont tous dans le même bateau. Je pense à l'Ukraine. On était tous dans le même bateau par rapport à ça, même si au départ, bon, on a bien vu que les Polonais, enfin, les pays de l'Est étaient plus sensibles que les autres. Mais on a fait du chemin, souvenez-vous, de l'Union pour la Méditerranée de Sarkozy, où Merkel disait, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec la Méditerranée, etc. On ne va pas créer un truc comme ça. Nous, ce qu'on aime, c'est la Baltique. Et à l'époque, on disait, attendez, qu'est-ce qu'on a à faire de la Baltique? Et aujourd'hui, eh bien, on a compris que si Poutine élargit considérablement son emprise, ça pourrait être au détriment des Européens. On a compris aussi que si l'Afrique, le Mali, etc., devient un chaudron propice au terrorisme, ça intéresse les Français, mais ça intéresse aussi les autres Européens. Et c'est quand même la première fois où on a fait un sujet sur des soldats estoniens qui débarquaient au Mali en appui des forces françaises. Ils étaient tout blonds, ils n'avaient jamais vu le soleil autant, des Noirs, ils n'en avaient jamais vu autant de leur vie, et c'était spectaculaire, quoi. Mais c'était même très émouvant, parce qu'ils venaient, ils ne savaient même pas pourquoi ils venaient, quoi, en gros. Mais ils avaient compris que ça allait impacter. Et puis, les dernières crises, c'est celle des attentats, où on voit que c'est pas trop d'Europe qu'il y a, mais pas assez d'Europe. C'est quand même inadmissible ce qui s'est passé avec la Belgique. C'est inadmissible. Moi, je me souviens qu'en 2001, après les attentats sur les tours de New York, un journaliste qui s'occupait de tout ce qui était sécurité, police, etc., chez nous, avait remonté tout l'organigramme des terroristes qui étaient crachés sur les tours, et ça remontait soit à la Belgique, soit à Francfort, déjà à l'époque. Hambourg, mais aussi Francfort. Ou Hambourg, mais oui, Hambourg, oui, mais aussi Francfort. Je maintiens Francfort. Et quand on avait creusé, on a fait. C'est simple, moi, il se trouve que je fais périodiquement des choses autour de ça, et je voulais faire, il y a un an, j'ai lancé pour la rentrée en janvier des reportages autour de l'endocrinement et le djihadisme, pour le djihadisme. Et il se trouve qu'au moment de l'attentat contre Charlie, mon équipe était en Belgique. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de mosquées sont sont absolument pas contrôlées, donc évidemment le discours, la propagande, vous pouvez l'imaginer, mais les armes aussi, les armes. Cette journaliste avait été allée à Anvers parce que juste après, d'ailleurs le procès a été repoussé, il y avait le procès de Sharia for Belgium, et qui était en fait, voilà, comme son nom l'indique, et elle a trouvé un des djihadistes qui était là-dedans, mais qui n'avait pas plongé. Je crois qu'il était allé en Syrie, mais il était revenu, il était parfaitement libre, et elle l'a interviewé, c'était hallucinant. Donc, pourquoi la Belgique n'a rien fait? Pourquoi la police française n'a pas coopéré avec la police belge? Moi, j'ai quand même beaucoup de témoignages de gens très très haut placés qui me disent que, en réalité, les polices ne coopèrent pas entre elles. C'est-à-dire que, par exemple, la police italienne coopère bien avec la police britannique, mais pas du tout avec la police française, etc., etc. Donc, on s'aperçoit quand même que là, je crois qu'il n'y a plus un Français qui peut dire que il ne faut pas un petit peu de coordination, et qui dit coordination dit Union européenne, d'une certaine façon. Donc je pense que les crises ont fait qu'il y a de plus en plus d'Europe, puisqu'on l'a couvert de plus en plus. Tout ça, c'est couvert. Alors, il y a aussi des bonnes raisons pour lesquelles on a plus d'Europe, et notamment les dernières élections européennes.
le fait qu'il y ait une tête de liste unique, à chaque liste PPE, etc., et que cette tête de liste puisse devenir le président de la commission, à incarner, donner cette incarnation. Et surtout, ça a obligé tous les médias, en particulier français, à voir dans cette élection autre chose qu'une élection nationale. C'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'au bout du bout, c'était pas monsieur machin ou madame machin à qui le PS ou à l'époque c'était encore l'UMP, je crois, je sais plus, donner un lot de consolation en disant ah bah on vous a pas fait député, bon, on vous dit allez vous allez aller au Parlement. Il n'y avait pas que ça, c'est-à-dire voter. Les gens n'ont pas encore complètement compris, mais c'est en voie d'être compris. Et donc on a été obligé, parce que moi j'ai bien vu la différence entre les élections européennes, la couverture des élections européennes des dernières, où nous, journalistes spécialistes de l'Europe, étions impliqués, parce qu'on décodait en permanence. Moi j'étais sur le plateau le soir des élections, et j'ai tout de suite dit, parce qu'on était là, Marine Le Pen, premier parti de France, je dis de France, mais pas que. Regardez ce qui s'est passé en Hongrie, regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas, regardez ce qui s'est passé, et j'ai dit, si elle arrive à convaincre 30 députés de 7 pays différents, elle peut créer un groupe au Parlement européen, et elle sera un des groupes les plus puissants. Et ça, les gens, ils étaient en attente de ça, de cette explication, et alors que 5 ans avant, ni Pascal Berdo à Bruxelles, ni moi n'avons été impliqués dans les plateaux ce soir-là. C'est-à-dire que c'était tout simplement inadmissible. On a parlé uniquement de l'aspect français. Il y a eu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, du débat autour de la retransmission, du débat entre les 5 têtes de liste. Oui. Vous vous souvenez de cet psychodrame, parce que France Télévisions n'a pas accepté de le diffuser. Vraiment, c'est pas faute d'être allé voir. Moi, je suis allée voir Fimelin. Je leur ai dit, si vous voulez, on peut. Le journaliste qui fait l'interview, ça peut être l'un de nos 2 correspondants à Bruxelles. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on transforme, ça devient un produit France Télévisions et pas seulement un produit ex nihilo imposé par l'extérieur, etc. Ils n'ont pas cédé, et je peux dire que ça n'a pas contribué à améliorer leur image de marque. Et je pense que les prochaines élections, le débat européen, si tant est qu'il soit remis sur la place publique, voilà, France Télévisions va probablement réfléchir un peu plus intelligemment que la dernière fois. Alors, est-ce qu'il y a un espace public européen? Il commence à exister. Moi, je sens que ça commence à exister. On en est au tout début. Par exemple, Avenue de l'Europe est comment est-ce qu'on dit on travaille en collaboration maintenant avec 10 télévisions européennes. La RTBF, la télévision roumaine, polonaise, hongroise, la RAI, la slovaque, la croate, la tchèque, l'irlandaise, et puis on est 10, voilà. Alors il y a des télévisions qui ne peuvent pas travailler avec nous parce qu'elles n'ont pas le droit de recevoir de subsides d'une institution, mais la BBC aimerait bien travailler avec nous, les Allemands aimeraient bien travailler avec nous, mais ils ne peuvent pas parce que... Et en fait, on choisit des thèmes communs et on s'échange nos reportages. Voilà. Donc les thèmes communs, ça a été l'emploi, c'est la COP21, et on voit que c'est un peu vantard de dire ça, mais on voit qu'il y a quand même 2 traditions. Vous avez d'un côté les Belges, les Italiens, les Irlandais et nous, et de l'autre côté les Roumains, les Roumains moins que les autres, mais les Slovaques, les Hongrois, enfin on est au degré 0 du journalisme.
à la fois techniquement et éditorialement. C'est terrible, terrible. Et par exemple, la COP21, ils n'en avaient jamais entendu parler il y a 6 mois. Je dis, mais le réchauffement climatique, vous en avez entendu parler et il a fallu que j'insiste pour qu'on traite ce sujet. Donc, bon, c'est aussi à nous qui sommes médiatiquement et démocratiquement plus habitués aux choses, et on a un vrai rôle, je dirais pas d'éducation, c'est un peu insultant vis-à-vis d'eux, mais quand même, et ils sont très preneurs, très preneurs, d'apprendre comment on fait. Ils sont très preneurs, mais ils sont en danger, les Hongrois notamment. Ils nous ont vraiment dit que c'était très difficile pour eux d'avoir une vraie liberté de parole. On supprime je ne sais plus combien de milliers de personnes en ce moment à la télévision publique hongroise. Donc, bon. Donc l'espace public européen est en train de se créer. Donc, je ne dis pas que c'est phénoménal, mais je dis que c'est en train de se créer. Je trouve que sur l'européanisation du débat national, on a encore, nous, des progrès à faire. Je trouve par exemple, quand on parle de la gestion pour autrui ou de l'euthanasie, je trouve ou de la prostitution, on a des débats franco-français encore au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, alors que il faut quand même bien voir les choses. Interdire la GPA en France, si c'est autorisé chez nos voisins, ça veut dire que seuls les plus riches pourront se le permettre. Ça, je pense qu'il faut l'intégrer dans la réflexion autour d'un projet de loi. C'est-à-dire que c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Donc, c'est pas les bagues frontières que certains veulent remettre qui vont empêcher les gens de prendre l'avion pour aller au Danemark pour, quand on est homosexuel, avoir une insémination artificielle. On a un visa de touriste, on y va et c'est parti. Hein. Donc je trouve ça, par exemple, il y a les statistiques, je travaille sur les statistiques ethniques. La classe politique française est résolument contre. Sauf que elle existe ailleurs. Elle existe par exemple en Grande-Bretagne notamment, et ça peut se défendre. Et moi je me dis, est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde? Parce que avec la conservation des données par tous les moteurs de recherche, par Facebook, etc., bientôt tous ces gens-là sauront très bien quels sont nos goûts de consommation, quels sont nos problèmes de santé, quels sont, etc., etc. Ils auront plus d'informations que l'INSEE. Et je me dis qu'à terme, ça risque de poser problème. Parce que ces sites, ils ne sont pas basés en France. Ils ne sont pas basés en France. Alors, on est loin de l'Europe peut-être, mais c'est un exemple qui montre qu'aujourd'hui, on est tous comme ça, et que je trouve que ça ne rentre pas suffisamment dans nos débats politiques ou économiques. Et je pense que là, il y a vraiment des progrès à faire. Voilà. Merci. Alors là, on peut échanger, là. Merci beaucoup. Oui. Allez, vas-y. Parle un peu fort si tu veux que ça soit enregistré, parle un peu fort. Parce que vous avez parlé de l'enseignement, ce que vous avez dit est très très juste en ce qui concerne l'enseignement du fonctionnement de l'Europe, et c'est tout à fait à la portée d'élèves de première ou de terminale, et à la limite, si on le présente bien, même de classe d'avant. Dans l'évolution de notre enseignement, il y a eu cette fameuse réforme du collège, dont il a été beaucoup question, et qui est une réforme qui va aller complètement en contre-courant de ce qui se passe dans la plupart des autres pays européens. C'est-à-dire que la maîtrise des langues vivantes étrangères par les élèves français va être, il y a moins d'heures, hein, c'est aussi bête que ça, et c'est valable notamment pour l'allemand et l'italien.
Et donc la possession de l'allemand et de l'italien par les élèves français va être en net recul. Or, au niveau économique, ça a une certaine importance dans la mesure où il y a un marché du travail pour le franco-italien, mais aussi pour le franco-allemand, et qui sera donc apporté des Allemands qui, eux, continuent d'apprendre le français de moins en moins, mais qui apprennent dans une proportion très supérieure qualitativement et quantitativement à l'allemand en France. Et donc ça, ce sont des sujets européens qui sont graves, qui sont liés à la position de la France en Europe. On peut répercuter ça d'ailleurs au niveau des hommes politiques, parce que les hommes politiques étrangers, notamment allemands, en général savent très bien l'anglais et parfois souvent bien le français, et ça n'est pas vrai. Donc c'est ça qui explique qu'en Europe, on voit beaucoup plus d'Allemands aux premières places, etc., que de Français. Tout simplement, Moscou aussi il est incapable d'avoir une conversation avec... Ah si, il parle très bien anglais. Il ne parle pas très bien allemand. L'anglais, c'est la première langue européenne. L'allemand, il paraît qu'il l'apprend. Oui, Il paraît qu'il l'apprend. Enfin, ça, ce sont des sujets, je veux dire, qui sont très importants. Pardon? Je t'entends et je ne partage pas totalement ton point de vue parce que l'enseignement n'est pas une compétence européenne. L'éducation n'est pas une compétence européenne. Et ça a des conséquences. J'ai parlé de la politique française. Oui, d'accord. Et là, je parle de la politique française avec des conséquences européennes. Je ne parle pas du tout de... C'est ça qui est terrible. Alors, par contre, ça a des conséquences après sur la position de la France en Europe. Non, mais je suis d'accord avec vous et c'est effectivement étonnant. Oui, la suppression des classes européennes aussi, symboliquement, alors, elle explique que parce que c'était élitiste et qu'elle va donner plus de langues aux petits. Enfin bon, moi je demande à voir. Alors, l'enseignement, l'éducation nationale, effectivement, n'est pas de la compétence de l'Union européenne, sauf que, comme d'habitude, indirectement, elle y met son nez avec Erasmus. C'est vrai. Et, et notamment avec Erasmus+, qui est sur l'apprentissage. Avec la formation des jeunes et tout l'argent, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le dispositif jeune qui a été mis en place quand Hollande est arrivé, il a dit il faut faire quelque chose sur les jeunes, ils ont ressorti un truc et avec beaucoup d'argent. Donc elle met quand même son nez, son nez là-dessus indirectement. Mais la raison pour laquelle je dis que c'est important qu'on apprenne l'Europe à l'école, hormis le fait que ça en fait des citoyens européens, c'est que ça nous complique la vie que les gens n'aient pas le b.a.-ba de l'organisation. Parce que quand vous faites un papier à l'antenne et que vous êtes systématiquement obligé de dire la Commission européenne, celle qui le Conseil, on vous demande de faire 1 minute 30. Oui, on ne peut pas faire de la pédagogie. Vous ne pouvez pas. Et moi, je constate quand même, et c'est la même chose en économie, je trouve ça inadmissible, l'économie n'est pas enseignée ni au collège ni au lycée. Après, plus tard. Enfin, vous vous rendez compte que l'économie, c'est quand même la base de tout. Comprendre l'euro, comprendre le marché, etc. On voit sur les réseaux sociaux des tissus d'âneries économiques. La seule chose que certains jeunes savent en arrivant en terminale, c'est la crise de 29, la chose qu'ils savent en économie. Bon, même pas. Et donc, pourquoi il n'y a pas d'émission économique et pas d'émission européenne? Alors, pourquoi? Eh ben, parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas la base. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'émissions scientifiques? C'est parce que quand vous regardez l'enseignement scientifique à l'école, c'est phénoménal. Moi, quand mes enfants étaient en 3e, ils apprenaient la structure de l'ADN, dont je ne connaissais même pas l'existence quand moi j'étais en 3e. Ils ont une connaissance scientifique aujourd'hui qui est très importante. Donc on peut leur dire des trucs. Ils comprennent les mots. Nous, si on est obligé systématiquement d'expliquer ce que c'est que l'euro, ce que c'est que la zone euro, ce que c'est que, je ne sais pas, la Banque Centrale Européenne, etc., c'est pas possible. On ne peut pas. Donc on est forcé de parler à une certaine élite et ça diminue le nombre de téléspectateurs. Hein. Vous avez le sentiment que c'est la même chose dans l'ensemble des États européens que vous observez justement dans cette communauté de télévision européenne,
Vous avez le sentiment que les autres font mieux que nous, Ça dépend. sont plus Les européens Allemands que nous. ont beaucoup d'émissions européennes, les Anglais ont énormément d'émissions européennes. Après, les Belges, ben, pas tant que ça, mais comme Bruxelles, la commission c'est sur place, ils couvrent beaucoup. C'est un peu comme Strasbourg, France 3 Strasbourg Les plus européens. est couvre énormément, c'est leur actualité. Les Italiens, c'est moyen. Les Espagnols, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais le grand problème qu'on voit avec la crise, c'est qu'il y a de moins en moins de correspondants à Bruxelles, parce que ça coûte très cher. Et donc, ce qui se passe, c'est que, comme il y a encore beaucoup de correspondants britanniques, eh bien, les journaux qui n'ont pas de correspondants traduisent les papiers des Britanniques, qui ne sont pas très europhiles, en règle générale. Et ça pose un vrai problème. Il y a un paradoxe, parce que les Britanniques, tu nous as parlé du Brexit, sortir d'eux, et les Britanniques sont très présents à parce Bruxelles. qu'ils savent que les choses se passent à Bruxelles. Non, mais... Parce qu'ils sont loin d'être idiots. Ah, bon, ça... Bon, Cameron fait un référendum, mais il l'a dit au début. Moi, j'ai lu le discours qu'il avait fait au début. C'est un formidable discours en faveur de l'Union européenne. Sauf que là, il se fait dépasser par son histoire, c'est ce que vous disiez, par son histoire de cotisation sociale pour les migrants européens. Mais il y a quelque chose qu'on dit très peu, parce qu'au départ, on se dit, oh, mais ils exagèrent quand même, c'est pas normal, etc. Sauf que nous, pour bénéficier de la sécurité sociale ou des allocations chômage, il faut avoir cotisé. Eux, n'importe qui peut en bénéficier dès l'instant où ils arrivent sur le sol britannique. Ça pose quand même un vrai problème pour leur système. On a la couverture maladie universelle. On a la couverture maladie universelle pour les gens. Oui, mais il faut des conditions de revenus très basses. Mais les Polonais, par exemple, qui viennent travailler en France, les Anglais qui viennent travailler en France, etc., ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la CMU? Ah ben non. Ben non. Ils ont la sécurité sociale, la même que la nôtre. Mais ils sont obligés de cotiser sur leur salaire. Donc en fait, il y a une mutualisation qui... Eux, ce qu'ils disent, il faudrait que c'est-à-dire que le débat, c'est celui-là. Ils disent, évidemment, on ne va pas diminuer les avantages sociaux des Britanniques. Donc, on va mettre une barre à 4 ans pour que les étrangers qui travaillent sur notre territoire puissent bénéficier des avantages sociaux britanniques. Là, c'est contraire à la Charte européenne des droits de l'homme, à l'égalité entre tous les Européens. Voilà. Et on n'en sort pas. En fait, il faudrait qu'ils fassent 2 ans, peut-être un système de contribution pour les Britanniques et un système de contribution pour les autres. Mais ça, il n'en est pas question. Dans votre propos, vous avez évoqué le nombrilisme français. Vous développez ce que vous voyez par là. Il n'y a pas du nombrilisme britannique, du nombrilisme allemand, du nombrilisme italien. Il n'y a pas de nombrilisme dans d'autres. Il y a que... Écoutez, moi je ne parle pas aux Allemands, aux Anglais. Alors c'est évident que les Anglais, oui, et alors... J'allais dire, c'est évident, on a tendance à effectivement dire qu'ils sont sur leur île, etc. Sauf que les Français, ils vivent en France, ils passent leurs vacances en France, ils y sont bien et ils ont le sentiment que leurs valeurs sont universelles. La laïcité, c'est tout le monde, la République, c'est tout le monde. Ils n'ont même pas l'idée que, en fait, on est les seuls en Europe à avoir la Turquie, à avoir la laïcité dans notre constitution. Donc c'est plutôt, on est les seuls à être comme ça. La monarchie, on a fait un magazine sur la monarchie. Il y a énormément de pays qui ont une monarchie. Bon, ils ne sont pas moins démocratiques, hein, les Britanniques. Alors il y a, parce que quand on compare la courtisanerie française et la courtisanerie britannique, on peut parfois se poser des questions. Donc je trouve. Et puis quand vous regardez, c'est dû aussi au fait qu'il n'y a pas beaucoup de soleil dans leur pays, mais quand vous regardez les Hollandais, les Belges, les Allemands, les Britanniques, vous les retrouvez où en vacances? Chez nous.
En Espagne, oui. en Italie, L'Espagne, ils voyagent. la Croatie, Les Français, ils ne voyagent pas beaucoup. Pas beaucoup. Nous, on est un pays qui attire. On est un pays. Oui, aussi, oui. On n'est pas un pays d'émigration. On est un pays d'immigration. Les Irlandais, ils vont voir ailleurs. Les Espagnols, ils réémigrent. Les Italiens, ils réémigrent. Les Portugais, ils réémigrent. Ils savent comment ça se passe à l'étranger. il y a beaucoup de. Les Grecs. Attention, vous sous-estimez, il y a beaucoup de jeunes Français qui vont travailler à l'étranger en ce moment. Je ne sous-estime pas, parce que moi, mon fils vit à Londres, ma fille part à Genève, Oui, mais voilà. mon neveu il est à Berlin, et l'autre il est aussi à Genève. Voilà, ils sont représentatifs de la jeunesse française actuelle. Mais c'est pour ça que je séparais. Oui, une jeunesse éduquée, oui. une jeunesse à... Une certaine jeunesse. Mais de plus en plus, parce que vous regardez en Italie, en Espagne, etc., c'est pas les plus riches qui partent, qui émigrent. Hein. C'est tout le monde, c'est tous les jeunes. Ils vont en Allemagne pour trouver du travail, hein, ou en France pour aller pour trouver du travail. Hein. Donc, mais c'est pour ça que je faisais la différence entre les générations. Je crois que en dessous de 35 ans, et ça va être de plus en plus fort parce que je pense que on est en train de mettre énormément d'argent sur Erasmus+, donc sur les échanges pour l'apprentissage, beaucoup d'argent. Moi, on a déjà fait des cas, des reportages d'apprentissage ou de service civique européen, etc. Ça, je crois que l'Union européenne a bien compris que le brassage des jeunes, c'était ça qui faisait que l'Europe se construisait. Hein. C'est Ulrich Beck qui dit que l'Europe, c'est l'européanisation, qui disait l'Europe, c'est l'européanisation, c'est le brassage de l'européanisation qui est l'élément fort. Au niveau Erasmus, il y a plus de Français, dans mon souvenir, qui profitent d'Erasmus que d'Allemands, par exemple. Les étudiants français s'exportent davantage que les jeunes Allemands. Alors, l'agence Erasmus... En Allemagne, ça n'est pas. C'est des discussions particulières, mais les universités allemandes ne reconnaissent pas vraiment les diplômes qu'on acquiert à l'étranger. Si, c'est obligatoire maintenant, la reconnaissance des diplômes, elle est européenne. J'en ai beaucoup d'étudiants allemands en droit, beaucoup d'étudiants allemands. Mais tu verras, le diplôme, quand on fait des juristes en Allemagne, c'est le droit allemand. Non, ils connaissaient très bien le droit européen. Un stage aux États-Unis. Non, ils connaissaient très bien le droit européen, les Allemands. Le droit européen. Ah bah oui. Le référendum de Cameroun, vous voyez comment? Compliqué. En termes de buzz médiatique, mais aussi en termes de conséquences politiques. Déjà, la question est de savoir, c'est ce que vous disiez, c'est est-ce qu'ils vont le faire en 2016? Au début, ils voulaient le faire avec les élections régionales en mai. Ça paraît, s'ils le font là, ils se disent que le non va l'emporter. Vous avez vu le référendum au Danemark, là? Oui. C'est étonnant. La coopération policière. Étonnant qu'au moment où on en a le plus besoin, ils aient réussi à... Les hommes politiques n'aient pas réussi à faire comprendre que... Parce qu'en fait, derrière un référendum, c'est toujours autre chose. Qui pose la question et quel est le... Voilà, donc il faut désamorcer absolument le sujet des cotisations sociales, ça c'est évident. Il y a un vrai sujet avec le Labour et Jeremy Corbyn qui pose quand même des questions. C'est compliqué. Là, il a mis le doigt, il a ouvert la boîte de Pandore, là, Cameron, et il ne sait pas comment en sortir, quelque part. Est-ce qu'un Brexit serait pire qu'un Grexit? C'est pas pareil. C'est différent, parce que la question est de savoir si ça va pas être pire pour eux que pour nous. Oui, c'est surtout ça. C'est eux qui... Parce que la City, elle dépend entièrement du marché continental, des entreprises européennes. Et dès lors qu'ils seront plus dans l'Union européenne, alors déjà, ça leur pose un problème. Déjà, ensuite, l'Écosse va demander à être attachée à l'Union européenne. C'est un casse-tête incroyable, quoi. Les banquiers, la classe industrielle anglaise a commencé à donner, mais il n'a pas encore donné à... Pas beaucoup. Même au contraire, ils donnent très peu, je trouve. Non, mais ils ont donné, je veux dire, dans le sens du non-référent, enfin du non-Brexit. Ils sont opposés.
Oui. L'économie anglaise est opposée. Oui, Donc, mais ils ont commencé à le dire, mais pas encore. Et ben jusqu'à présent, ils étaient plutôt sur. Il y a eu, une lettre ouverte de je ne sais plus combien de chefs d'entreprise qui disaient oui, il y en a assez de l'Europe, trop de normes, on n'en peut plus. Donc ils sont encore pas montés au créneau. Et dans les négociations, le Premier ministre britannique baisse ses exigences successives. Vis-à-vis de l'Union européenne. Ouais. Et il voulait imposer beaucoup de choses et tout doucement, enfin je sais pas, ça commence à apparaître dans pas mal de toute l'Europe là qui évoque cette dimension-là et visiblement il aimerait bien en sortir de son propre piège quoi. Ah oui, c'est sortir de dans son propre piège. dans un piège. Il a réussi, il y a des gens comme les Polonais Il faudrait quand parce même. que les Polonais sont bien sûr concernés par la Commission, alors que les Polonais ne sont pas très pro-européens, mais là ils sont quand même plus Oui. Bon, les Polonais. Oui, vous parliez tout à l'heure des nationalistes et autres, mais en fait, on revient à une situation qu'on a connue. Au tout début de la Pologne dans l'Union européenne, il y avait déjà les deux frères. Oui, bien sûr. Bon, c'est pareil que les Tchèques. Oui, Comment oui. Bon, on les connaît. C'est-à-dire que ils sont horribles, et puis de l'autre côté, c'est... Apparence. Mais parce que je trouve qu'on a une vision très occidentale de tout ce qui se passe dans ces pays-là, notamment par exemple Viktor Orban. Moi, tous les gens qui connaissent très bien la Hongrie, alors certes, c'est pas un grand démocrate, mais ça n'est pas tout à fait ce que nous disons, et j'ai trouvé que la couverture médiatique de l'arrivée des réfugiés en Hongrie était inadmissible, qui prouvait un manque de connaissance du sujet. Nous, on a fait une émission, c'est simple, on l'a faite, c'était notre première nouvelle grande émission, on l'a faite en mars, sur précisément la croissance exponentielle du nombre de réfugiés qui arrivaient, parce qu'on avait les chiffres, c'était hallucinant, ça montait. Mais... Comment ? Je n'ai pas voulu citer les chiffres, parce que je voulais faire bref, c'est eux qui ont le plus de primo-migrants, donc de primo-arrivants dans leur pays, par milliers d'habitants. Alors ça dépend à quel moment on prend les choses. Parce que... Oui, voilà. Mais parce qu'après, les flux se dirigent là où il y a des portes ouvertes. Et c'est justement ce que je voulais dire. On a accusé Viktor Orban comme étant le premier à mettre des grillages, etc. C'est totalement faux. Totalement faux. Les premiers, c'est qui? C'est ou bien les Anglais, tunnel de Londres. Quand vous passez le shuttle, vous voyez tous les barbelés qu'il y a, c'est ça, c'est la même chose, mais en beaucoup plus sophistiqué. Ensuite, il y a eu les Espagnols, avec Ceuta, l'enclave Ceuta, vous vous souvenez, les Africains qui montaient et on faisait basculer les échelles. Ça a été les deuxièmes. Ensuite, il y a eu aussi les Polonais. Quand les Polonais sont entrés dans l'Union européenne, c'est eux qui ont eu sur leur territoire l'agence Frontex. Et nous, on a fait un sujet, parce que tous les Ukrainiens, ils arrivaient pour passer, c'était un peu les trabendo, là, ils arrivaient, ils avaient des cigarettes de contrebande, des machins, des trucs. Ils ont fait une frontière, mais c'est avec des miradors, des jumelles infrarouges, des tanks, etc. Donc il y a exactement ça. Il y a la Grèce, qui a des fils de fer barbelés hallucinants. Le mur avec la Turquie. Il y a la Bulgarie qui l'a construit très vite, très vite, très élevé, entre la Turquie et... Et là, on tombe sur Viktor Orban qui voit quand même débarquer des hordes de réfugiés. Le mur hongrois, il est petit, alors que le mur bulgare, il est très haut, c'est sûr. Bah oui, c'est et vous pourrez voir ça, tout ça dans l'émission Avenue de l'Europe sur justement où on avait un plateau Cazeneuve. Et ça m'agace d'ailleurs parce que c'était donc avant tout ça. Et on l'a interrogé, on lui dit, et Calais, et la Bulgarie, et la Turquie, etc. Oui, on va faire. Oui, on a dit que... oui. Et l'accélération, parce qu'on n'avait même pas encore voté l'application, enfin l'intégration de la directive sur... la directive retour, la directive sur les réfugiés, etc. était encore en Parlement français. Elle n'était pas transposée, alors que le deadline c'était juillet. Donc on était super en retard. Oui, on a écrit une lettre avec Steinmeier. Faut la réécouter, parce que c'est assez étonnant. Vous ne pouvez pas avoir Juncker sur votre plateau. Vous en pensez quoi du Juncker, Jean-Claude?
je le trouve très sincère, plutôt allant, meilleur que son prédécesseur, mais il est très politique. Et ça, c'est ce que les Français ont oublié, c'est que ils s'étonnent de voir que la Commission est plutôt de droite. Enfin, c'est que le reflet de l'opinion publique européenne. Et comment? Ils proposent des quotas qui ont été retoqués par la gauche française. Des quotas de quoi? De réfugiés. Valls avait dit non. Juncker avait proposé une répartition des réfugiés. Mais je ne vois pas le quotas rapport entre avec les Européens, le oui. parti politique, là. Voilà. Pour un homme de droite, il avait quand même une ouverture de. Je crois que ça n'a rien à voir avec... c'est-à-dire que c'est du pragmatisme. Hein. Vous en avez 1 million qui vous arrive dessus, il faut trouver une solution. Moi, je vous répondrai, c'est pas les gens de droite qui ont le monopole, les de gauche qui ont le monopole du cœur. Hein. Grande formule. Bah oui, je sais. Valéry Giscard d'Estaing. Non mais je crois que Elle doit beaucoup plaire, mon collègue. les Luxembourgeois, c'est un drôle de pays. Nous, on n'en parle qu'à cause de la lessive de billets, les banques, etc. Mais je me souviendrai toute ma vie d'un article qui a été écrit dans le Nouvel Obs par Rocard, qui disait que la plus fabuleuse des démocraties sociales, c'était le Luxembourg. La plus fabuleuse des démocraties sociales, c'était le Luxembourg. Quand on voit, parce qu'en fait, ils prélèvent un impôt très faible sur les banques, etc. Sauf que donc ça fait venir toutes les banques, etc. Donc ils ont énormément d'argent. Et le SMIC, le RMI et les allocations sociales au Luxembourg, c'est fabuleux. Et ils ont 33%, plus d'un tiers de la population qui est immigrée. Oui. Et pas immigrée seulement d'Allemagne et de France, Française, pas pas mal seulement, aussi. beaucoup d'Afrique. C'est un pays très étonnant. Nous Mais avons eu la là, il est très représentante petit. de l'ambassade du Luxembourg il n'y a Ouais. pas longtemps. Bah oui, parce qu'ils avaient la présidence. Voilà, c'est Oui. ça. Bah, la Suisse aussi, d'ailleurs, dans le même registre. Beaucoup d'étrangers, une politique sociale très élevée. Oui. C'est pas très social, la Suisse. C'est... Les enfants, ils travaillent, moi je vois un peu ce que c'est. Ah oui, ils sont étrangers. Ouais, c'est pas très social. C'est des Français en plus, ils sont étrangers, les Français en plus, alors vraiment. Non. c'est probablement moins social. Ouais. Moins social. Mais c'est aussi, oui, 3 langues, enfin, c'est compliqué Ah oui, ça, aussi. ça Hein. compte aussi. C'est des pays compliqués. Autre question. Moi j'ai une question Voilà. de manière générale. Quel regard portez-vous sur notre classe politique au-delà des sujets polémistes, enfin un peu très en public? Qu'est-ce qui vous raconte, qu'est-ce qui se dégage de ces hommes et femmes politiques en voix off? Vous diriez quoi? Que fondamentalement ils sont de vrais Européens qui vivent l'Europe comme un mal nécessaire, que l'Europe ils la vivent comme étant quelque chose qui grignote leurs prérogatives. Comment vous les Ça ressentez? dépend des classes. Officieusement, qu'est-ce qu'ils vous Non, racontent? oui. Est-ce qu'ils sont schizophrènes? Qu'est-ce que Oui. vous sentez d'eux? Alors, je sépare d'un côté les députés européens. C'est enregistré, que je bien trouve- sûr, hein, donc c'est ça qui est bien. Je sépare les députés européens que je trouve extrêmement sincères, qui Ouais. bossent Ils et sont- tout. Qui sont très sincères. Les Qui sont députés. sincèrement. Alors, pas tous, hein. Si la première fois que vous interrogez Mélenchon, par exemple, ou quand vous interrogez Marine Le Pen, on ne peut pas dire qu'ils soient sincèrement pro-européens. Mais globalement, ils essayent de faire leur métier, ils y croient, mais ils sont en permanence déçus parce que ils voudraient que ça aille plus vite, tout le temps. Ça, c'est les députés européens. Alors, sur les autres, je crois que en France, droite comme gauche, l'Europe, ils s'en fichent. C'est juste un... Je redoutais ça, mais... En fait, c'est des élans, ce sont des élans, voilà, c'est tout d'un coup un élan. Moi, je me souviens que Sarkozy, en 2008, on l'avait invité, on avait fait une grande émission sur l'Europe, il avait été fabuleux.
Après, il était allé au Parlement européen, il s'était fait applaudir, les gens s'étaient levés, tous bords confondus. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il s'était retrouvé président de l'Europe. Et donc, alors, il avait un discours formidable, etc. Et après la Géorgie, il a sauvé le monde, etc., etc. Mais en réalité, c'était uniquement intéressé, et dès le lendemain du jour où il n'était plus président, il n'a pas arrêté de taper sur l'Europe et faire exactement l'inverse de ce qu'il avait dit 6 mois avant. François Hollande, c'est pareil, alors dans l'autre sens, hein, pour se faire élire, il a dit le traité budgétaire, jamais, à peine élu, le traité budgétaire tout de suite. C'est de la langue de bois. Moi, je l'ai eu sur le plateau parce qu'on a fait une émission entièrement sur le Conseil européen et il a accepté de venir parler de ça. Et donc, je démarre en disant, c'était le jour où Tsipras, c'était le deuxième conseil de Tsipras et Tsipras avait réussi à créer un mini-conseil où il y avait, voilà, et c'était le matin à 8h30, il s'était couché à pas d'heure et je lui dis, mais bon, en fait, c'est interminable. J'ai fait de la provocation. Il faudrait, en fait, le mieux serait. On sait très bien que c'est la France et l'Allemagne qui décident. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un truc en petit comité et puis on décide et puis après on propose aux autres de faire. Et alors, il me dit, oh, mais non, mais pas du tout. Il faut décider à 28. L'Europe, c'est 28. On va jusqu'au bout de l'interview enregistrée. Puis on se lève. Puis là, il me dit, vous avez raison, c'est interminable. Vous avez raison, on pourrait faire ça en 5 minutes et là on est là parce que tout le monde veut parler, tout le monde veut s'exprimer. Donc je crois que c'est que du discours, que de la posture et les gens vraiment sincères, ben, ils sont pas nombreux, hein. Ils sont pas nombreux, je trouve. Même les différents. La meilleure des preuves, c'est que le portefeuille ministériel qui tourne le plus, c'est quand même celui des affaires européennes. Moi, je vois, vous avez dit que je présidais le prix Louise Weiss, ça fait, je ne sais plus, 9 ans, non, j'en suis à, je sais plus, 8 ou 9e année de remise de prix. Comment? On le donne aux plus méritants. Attends. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on va au Quai d'Orsay, puisqu'il y a une subvention du Quai d'Orsay, et c'est le ministre qui remet le prix. Vous en avez vu. Ils font jamais plus de 6 mois. Et à chaque fois, je leur dis, alors vous êtes, c'est le 6e prix, et vous êtes mon 8e ministre, c'est le 7e prix, et vous être mon 10e ministre, ils détestent ça. Cazeneuve, il est resté très peu de temps, Jouyet, il est resté le temps de la présidence, Vauquier, subliminal, Lelouch, encore plus, Aigneret, bouf, on l'a vu passer, et... donc, en fait, c'est un poste qui ne sert pas à grand-chose, quoi. Et alors, parce qu'en fait, le véritable pouvoir, il n'est pas là. Il est avec l'Église Costa, il est, comment est-ce que ça s'appelle, le service, voilà, le SGAE. C'est là où se situe le vrai pouvoir. Le ministre, en fait, il va dans les endroits où Fabius ne peut pas aller, il va un peu faire le messie dominici dans les petits pays, parce que c'est le seul qu'on lui laisse. Bon, on voit bien aussi la Commission européenne à l'Assemblée, elle n'a pas tellement voix au chapitre. Hein. En même temps, cette commission, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'européanisation et l'espace public, mais l'européanisation, c'est les endroits où il se passe des choses en termes de comparaison des autres. Hein, surtout au les Sénat. Rapports. Enfin, surtout au Sénat. La commission des affaires européennes du Sénat fait des rapports magnifiques sur tous les sujets à dimension européenne. Je suis d'accord. Vraiment, c'est vrai. Mais en même temps, ces rapports, il faut vraiment être un petit peu intéressé, un peu spécialisé pour savoir qu'ils existent. Oui. Ils ne sont pas très... Bah, c'est-à-dire que si vous tapez sur Internet, bien sûr, non, mais voilà, comparatif, machin, vous avez le... On trouve. Oui. Non, mais c'est vrai qu'ils font un vrai travail. Est-ce que vous pensez peut-être que, alors je ne sais pas par rapport à la question que ma collègue a posée sur nos hommes, la classe politique, au fond, est-ce que les Français, les responsables politiques français, pensaient que l'Europe, ça serait la France en grand? C'est la formule un peu traditionnelle. Oui, je l'entends beaucoup dire, mais... À une époque. Oui, à une époque. Mais qu'on pensait, là, qu'on a... C'est plus vrai maintenant. Non, mais d'accord, mais
Je peux pas répondre à cette Que question. nous croyons que Oui. c'était ça. C'est des vrais années 50, 60 peut-être. Même dans les années 50. Hein. Oui, oui. Ouais, moi, je pense. Donc, aussi, c'est une formule Oui, oui. très fréquemment utilisée. Oui, 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 et les oui, Français ont toujours pensé que c'est la... Non, non, c'est la France en grand, c'était cette idée qu'au fond, construisait l'Europe sur notre modèle. Et progressivement, par l'élargissement, c'est bien évidemment plus du tout le modèle seulement français, c'est un modèle européen Qui est en train de se créer. qui est en train de se créer. Mais bon, je sais pas pour le passé, parce que moi j'étais trop petite, et puis c'est à l'époque, après, je n'ai pas examiné ça, mais c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure des valeurs universelles françaises, Voilà, c'est cette dimension. on a toujours, par exemple, là je travaille sur le communautarisme, on fait toute une émission autour de l'intégration, donc on va faire 3 reportages, un sur les statistiques ethniques en Bretagne, un sur le droit du sang, parce qu'il y a plein de pays où c'est le droit du sang. Alors nous, le droit du sang égale Le Pen. Comment? On a aussi le droit du sang. Droit du sol. Maintenant, si j'ai un enfant à l'étranger, il sera français. C'est le droit du Non, sol. non, Oui, mais, majoritairement, c'est le droit du sol. C'est majoritairement. mais- Ah non, non. C'est inclusif ou exclusif? Tout à fait. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que vous êtes en Grèce, vous naissez en Grèce de parents étrangers, vous n'êtes pas grec. Alors comme vous n'êtes pas non plus, je ne sais pas, turc, vous êtes apatride. Alors l'Allemagne, il paraît que ça a changé. Oui, Ça a changé un peu. de modifier son droit du En sang. France non plus, le droit du sang, ça marche plus. Ah non. Parce que pardon. récemment, il y a 15 jours, je viens de faire mon passeport. Il se trouve que mon père était russe, russe parce que, tout en étant né en Ukraine, mais enfin à l'époque, il était russe, donc il a demandé la naturalisation au moment de ma naissance, en 1933. Et alors je dis à la dame, non, je suis française. Je suis née à Paris. Et elle me dit, ah ben, non, si et votre père, ben, je dis oui, je suis sur son papier demandant la naturalisation. Et même au moment où il l'a acquise, eh bien non, Non, je c'est le suis droit du sol. française par naturalisation. Au moment j'avais 1 an quand la naturalisation est arrivée. Vous êtes né à Paris. J'étais à Paris, je suis née à Paris. Donc c'est le droit du sol qui n'a pas marché. Oui, voilà. Ben, enfin, qui n'a pas marché ou qui ne marche plus, mais elle m'a dit non, vous êtes française par naturalisation. Or, j'avais 1 an au moment où. Et non pas, or, je suis née à Paris 16e. Oui, oui. Donc, vous n'êtes pas né française quand votre père est devenu français. Voilà. Oui, mais Or, mon père c'est... était en France ouais. depuis longtemps. ma Oui, mère oui, non, aussi. mais c'est étonnant. Il y était Mais depuis la c'est... Versailles. c'est comme tous les gens qui sont nés... C'est à la mairie de Grenoble. Hein, c'est comme tous les gens qui sont nés dans des ex-colonies françaises du temps où ils étaient françaises. Ils sont à Nantes, ils sont... Je suis né aussi, mais je suis né en Allemagne, et de parents qui étaient tous les 2 français, mais ma mère par naturalisation. Et chaque fois que je fais faire des papiers, j'ai des jumeaux identiques. Pour l'un, ça a marché. Pour l'autre, j'ai dû prouver jusqu'aux grands-parents qu'il y avait des Français dans la famille. Pour un jumeau identique, la carte d'identité arrivée. Pour l'autre, j'ai dû faire des démarches pour me donner des noirs. Ah bah tout ça. C'est compliqué. Non, mais C'est je la pense qu'il y a aussi logique. l'interprétation du fonctionnaire Oui, de la je crois. préfecture, de la mairie derrière sa grille, hein, Je et le crois, pouvoir qu'il peut exercer. je crois. Ouais. En Allemagne, ils ont expulsé. J'étais fonctionnaire. En Allemagne, ils voulaient français. expulser une famille de Roms Ce que je dis, qui vivaient en Allemagne depuis 17 je ans, suis pas sûre. dont certains enfants étaient nés en Ah oui, Allemagne. une autre personne. Et donc, dont le tribunal a jugé qu'ils n'étaient pas intégrables et qu'ils ne faisaient aucun effort pour s'intégrer, ils ont été expulsés, donc ramenés Mais c'est dans Saxe. au Kosovo. Non, c'était à Göttingen. Il était temps de s'en Oui, parce que le Kosovo, ça aurait été la Roumanie, ils n'auraient pas pu. Mais le Kosovo, ils pouvaient. Le droit du sol qui joue en Allemagne, mais je crois que c'est un choix qu'il faut faire. Donc là, les enfants étant plus petits, Ouais. on n'a pas Ça n'a pas marché. Oui, d'abord, il faudrait que je commence en faisant des excuses. Je regarde très peu la télévision en général. Encore moins. Mais tu vas la regarder maintenant. Encore moins aux heures où vous faites de l'émission, avec la bonne excuse que je passe mes soirées à lire la presse internationale, beaucoup allemande, un peu anglaise. Et si je lis la presse, la télévision. Non, mais je regarde beaucoup plus la télévision quand je suis en Allemagne, quand même, je dois dire.
Et pratiquement tous les soirs, quand je suis en Autriche, quand même 6-7 semaines par an, quand même, et ne serait-ce que parce que j'ai des amis à la télévision autrichienne, E1, E2. Ben maintenant, vous avez une amie. Voilà. Voilà. C'est obligé. Non, mais C'est une seule fois par pour mois. rentrer à la télévision autrichienne, il faut quand même parler un anglais très fluide et aussi un français très fluide. C'est une condition. Hein, et une troisième langue, n'importe laquelle, européenne, peut-être l'italien, l'espagnol, le polonais. Et donc, quand même, on exige un niveau de langue que je ne sache pas qu'on exige ce niveau-là de tous les journalistes de la télévision en France. Et ce qui fait que la prononciation du français ou de l'anglais ou d'autres langues est très correcte à la télévision autrichienne, enfin, pour ce que j'en connais, de ce que je connais. Et puis, il y a tout de même des comptes rendus des plus importants, à mon avis, qu'en France sur les pays européens, et notamment ce qui n'apparaît pratiquement jamais à la télévision en France, c'est sur l'histoire de l'Europe ou l'histoire des pays européens, qu'on ignore somptueusement d'une façon générale en France. On n'a aucune idée, on n'a déjà pas une grande idée de l'histoire de l'Allemagne ou de l'Autriche-Hongrie ou de la Pologne. Hein, et quand on a une idée, c'est parce qu'ils se sont affrontés un jour ou l'autre à la France. Hein, c'est donc un point de vue extrêmement partial. Excusez-moi, mais je peux vous poser une question? Comme vous avez dit en préambule que vous ne regardiez jamais la télévision française. Comment savez-vous que quand je suis chez Léo, ce qui m'arrive quand même, hein, par exemple, j'ai des amis qui vont regarder la télévision, ce qui me permet quand même de voir une certaine... Si quand je suis chez les autres ou chez les parents, je regarde quand même. Donc je ne suis pas tout à fait vierge de télévision, je dois dire. Mais c'est vrai que je connais beaucoup plus les télévisions allemandes ou autrichiennes ou suisses. Mais il y a beaucoup de documentaires, excellents documentaires, notamment sur le franco-allemand, beaucoup. En dehors d'Arte, oui, à France 3 par exemple, vous avez le lundi, en deuxième partie de soirée, je voudrais quand même mettre en évidence énormément de documentaires formidables. À la marge. Bon, alors le rôle de l'histoire, qui pourrait jouer un grand rôle, là, on pourrait raconter beaucoup de choses éclairantes, intéressantes, sur l'histoire des différents pays européens, comment ils se sont constitués, des histoires très mouvementées, très compliquées quelquefois d'ailleurs, hein, quitter un petit peu notre horizon français. Et puis, c'est peut-être marginal, mais je voudrais insister un peu sur le rôle des cartes. Hein, d'abord, quand on fait une émission sur un pays, il faudrait systématiquement montrer une carte, ce qui n'est pas C'est ce que j'ai fait. Hein, il faudrait systématiquement... Mais il faut regarder l'émission de madame. Hein. Systématiquement montrer une carte. Alors, je repense aux émissions allemandes ou autrichiennes de ma jeunesse, c'est plus le cas maintenant. Quand on donnait la météo de l'Allemagne, eh bien c'était toujours l'ancienne Allemagne des frontières de 1937. La météo allait jusqu'à la Prusse orientale, quelquefois avec des pointillés, quelquefois pas de pointillés, mais la carte de l'ancienne Allemagne participait d'une certaine façon à la vision de l'Allemagne adenauérienne qui n'avait pas encore tout à fait digéré les nouvelles frontières. Un peu la même chose pour l'Autriche. Peut-être maintenant, quand l'Autriche donne la carte météo, elle inclut systématiquement le Tyrol du Sud, le Alpe d'Adige, comme diraient les Italiens, dont les Autrichiens n'ont pas tout à fait digéré la perte. Hein, et cette façon d'intégrer, alors c'est pas que je l'approuve, mais je veux dire qu'on pourrait, par exemple, dans les cartes météo en France, commencer par donner une vision globale de l'Europe, ça ne coûterait rien du tout, de la Laponie jusqu'à l'Alentejo, jusqu'au Madère. Hein, on a déjà du mal avec les colonies, quitte à focaliser sur la France ensuite, mais commencer par donner une carte météo européenne, ce qui pourrait, ça coûterait rien à peu près, et ça contribuerait à donner un sentiment européen beaucoup plus affirmé. Par la carte.
Par la carte, oui. Mais c'est ce que- Rien que rien que la carte. C'est ce qui est fait, par exemple, Euronews, vous avez Mais, Euronews, France 24, toute info européenne ou internationale, ils font ça. Oui, hein. La BBC World, elle fait ça, CNN, il fait ça, mais oui, on peut toujours faire ça. mais quand je vois le parcours que vous avez fait pour aller de, combien c'était, 12 minutes à Non, c'est 52 56. minutes, ben, quel temps il faudrait C'est aussi pour 56, convaincre, non? Oh, 56, pardon. 6,56. Au fond, vous n'avez pas, dans le format actuel de votre émission, Avenue de l'Europe, vous n'avez pas de concurrent. Ben non. Alors LCP a une émission Oui, oui. avec des reportages. Oui. Il y a Oui, c'est maintenant sur France 5 une émission européenne, je me souviens plus comme ça, Jean-Paul Lepers. Il y a Arte.